donc je vais commencer par évoquer, on va parler du programme sortir de sa zone de confort. Et comme ça, les questions, si vous avez des questions, vous les posez. Euh, le programme sortir de sa zone de confort, certains l'ont fait, tout le monde ne l'a pas fait. Ce programme, à quoi il sert? Il est important. C'est un programme qui est axé sur on va dire, sur le mental. Il faut savoir que quel que soit l'objectif, que ce soit votre objectif d'intégrer les forces spéciales, que ce soit un objectif, un challenge physique, comme par exemple Romain pour le Mont Blanc, ou un triathlon, enfin voilà, un gros défi, vous avez un gros défi, vous avez un challenge, vous avez forcément un objectif. Euh, Quand on a un objectif, il va falloir passer par plusieurs étapes, une préparation physique bien entendu, mais il va aussi falloir passer euh, par une étape qui est indispensable. Ça va être celle de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, je reviendrai après sur la question, Pierre. Sortir de sa zone de confort, pourquoi? Tout simplement parce que il faut dépasser, aller au-delà de ses limites. On est quotidiennement dans une routine, vous êtes dans votre routine, on a tous notre routine quotidienne, et si on reste dans cette routine, qu'on se prépare juste physiquement, on arrive sur notre objectif, eh bien, on va découvrir. Et le but, c'est pas de découvrir. Alors pourquoi on va découvrir? Parce que forcément, en fonction de la difficulté, vous sortirez de votre zone de confort. Vous serez mis à rude épreuve. Et si vous n'avez pas si vous n'avez jamais été dans cette situation-là, c'est de la découverte, c'est nouveau. Et quand on est sur l'épreuve, on n'a pas deux chances. Quand vous intégrez la formation, elle est longue, elle est difficile, on vous demande beaucoup de choses. Si vous n'avez pas été en immersion avant, vous n'avez pas pu corriger des défauts éventuels, vous n'avez pas été en immersion. Dans ce cas-là, vous allez vous retrouver en difficulté, vous allez essayer de vous adapter. Certains arrivent à s'adapter très vite, d'autres non. Et si on ne s'adapte pas, on n'a pas de seconde chance. Donc soit la mission ou le challenge ou le défi, ça passe pas, on s'arrête. Soit si c'est un stage, on peut se faire sortir du stage ou autre. Donc, il va être indispensable de vivre les choses avant, de se mettre en situation et d'essayer de se rapprocher au plus proche de la réalité en étant en immersion. Et quand on est en immersion, on essaye de vivre les choses. Alors, si je parle de sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement parce que, quels que soient les objectifs dont on va parler ou la formation, forcément, on est dans des choses qui sont difficiles et donc on va dépasser, on va aller au-delà de ses limites. Pour aller au-delà de ses limites, il va falloir, comme je vous l'ai dit, se mettre en situation. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être d'une part, alors, il y a plusieurs points qui sont importants. Hein, ceux qui l'ont fait dernièrement, vous l'avez bien compris. Parce que certains disent parfois, moi j'ai l'habitude de pas beaucoup dormir. Donc oui, je gère à peu près bien, ou j'ai l'habitude, ou moi j'ai l'habitude de pas tout le temps manger, ou moi j'ai l'habitude de ci ou de ça. C'est très bien. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est quand on mixte tout ça. C'est-à-dire que pendant 7 jours, vous n'allez pas manger tout le temps, vous n'allez pas beaucoup dormir, vous allez avoir un travail sur la rusticité. La rusticité, ça peut être prendre des douches froides à toute heure de la nuit, quand on dort bien, se réveiller, s'imposer un réveil, prendre une douche froide, euh, aller se recoucher. Donc on a naturellement mais plus de temps à se rendormir. Se réveiller parce qu'on n'a pas le choix, le réveil sonne 3 quarts d'heure après, redouche froide. Bref, ça vous casse votre cycle de sommeil. On est dans la rusticité. Ça peut aussi être aller courir 30 minutes ou marcher mouillé la nuit dehors. Là, on est dans la rusticité aussi. Euh, il va y avoir aussi de la mémorisation, apprendre des choses quand on est fatigué, restituer des choses quand on est fatigué. Et tout ça, on mixte tout. Et quand on mixte tout, eh bien, c'est plus pareil. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de pas beaucoup dormir, il sait peut-être pas comment il réagit quand il doit apprendre quelque chose, ou quand il doit le restituer, ou avec du froid en plus, ou quand on marche seul la nuit dans les bois. Voilà. On est en immersion, on se met en situation, le temps passe, la difficulté augmente et on arrive à toucher ses limites. Ces limites ne sont pas nécessairement physiques, elles sont parfois psychologiques, elles sont parfois
mentales. Et donc, on va les chercher, ces limites, voire les dépasser. Les dépasser, c'est autre chose. Euh, et donc, ça, c'est important. Le but, bien entendu, derrière tout ça, ça va être de regarder où est-ce qu'on a des difficultés, pourquoi on a des difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces problèmes-là. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous avez été en situation, donc vous avez découvert, vous ne découvrirez plus le jour J, vous avez déjà vécu un petit peu les choses, euh, et donc, à partir de là, j'ai vécu les choses, j'ai rencontré des problèmes, j'ai trouvé des solutions. Donc, quand vous allez commencer, eh bien, c'est pas nouveau pour vous, et quand c'est pas nouveau, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Donc voilà en gros euh, pourquoi on travaille sur ce programme Sortir de sa zone de confort. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le recrutement, donc je vais tout de suite répondre aux questions qui ont été posées. Alors, jusqu'à quel âge peut-on intégrer les forces spéciales directement issues du civil, sachant que j'aurai 29 ans en fin d'année? Alors, ça dépend. En règle générale, alors déjà, pour que ce soit bien clair, il faut bien différencier armée et forces spéciales. Si on regarde armée, on vous dira 30 ans. Forces spéciales, ils ne prennent pas à 30 ans. En moyenne, c'est 25-26 en fonction des unités. Que ce soit le premier pays mal, 13e RDP, il peut y avoir une petite différence. En règle générale, 25 ans, c'est la dernière cartouche. 26 ans, on vous dira que vous êtes trop vieux. Maintenant, il y a des exceptions. Hein. Quand je dis ça, il faut pas prendre ça au premier degré, mais il faut quand même le prendre assez sérieusement parce que généralement, ça se passe comme ça. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Cependant, il y a quand même des unités où vous allez peut-être pouvoir, si vous avez plus de 26 ans, bifurquer et essayer, en tout cas, intégrer. C'est le CPIS, par exemple, qui fait partie du service action de la DGSE, où je sais que j'ai eu quelques candidats qui étaient en difficulté par rapport à l'âge et donc en P2 avaient mis le SPIS et ça a fonctionné. Donc eux, ils ont des critères un peu moins difficiles visiblement au niveau de l'âge. Donc toi, tu as 29 ans en fin d'année. Je pense que pour le 13 le premier, pour la partie FSTR, ça va être compliqué. Euh, peut-être, peut-être pour le CPIS si tu connais, mais tu arrives dans un âge qui peut être un peu compliqué. Tu as peut-être la possibilité, quand c'est comme ça, il y a toujours une option, ben, c'est d'intégrer un régiment de la régulière parce que tu peux encore et postuler en interne après. Parce que quand tu postules en interne, il y a les limites d'âge ne sont plus du tout les mêmes. Ça peut aller très vite, donc c'est encore jouable. Est-il indispensable d'être bilingue anglais lorsqu'on veut s'engager comme EVAT OSA? Non, c'est pas indispensable d'être bilingue. Pas pour intégrer le SA. C'est toujours une plus-value, ce qui est certain, mais il n'y a aucune unité où on vous imposera d'être bilingue. Mais par contre, encore une fois, c'est toujours un plus de parler l'anglais, déjà dans un premier temps, et pour certains cas, des langues rares. Là où ça peut être intéressant, c'est dans certains postes au sein de la DGSE, mais encore une fois, ce sont des postes un peu spécifiques. Mais donc voilà, donc non, c'est pas une obligation. En revanche, vous êtes évalué en anglais. Hein. Déjà, quand vous passez vos tests CSO, hein, vous êtes évalué en anglais. Si vous êtes vraiment mauvais, il se peut que enfin, ça peut impacter le dossier. Donc l'anglais fait partie de la préparation. Pour ceux qui sont mauvais en anglais, moi je vous le conseille fortement, travaillez l'anglais. Certains me disent je travaille le russe, je travaille l'arabe, c'est bien, mais dans un premier temps travaillez l'anglais. Si vous maîtrisez parfaitement l'anglais, allez voir autre chose, mais priorité à l'anglais. En dehors de la préparation physique, conseilles-tu d'autres activités, compétences à apprendre et pratiquer afin de mieux aborder la formation? Alors déjà, dans la préparation physique, tu dois retrouver un petit peu tous ces éléments-là. Donc, on va pas parler de sport. Je vais pas te dire, tu peux pratiquer une autre activité sportive, mis à part les sports de combat, que vous pouvez pratiquer toujours pareil. Alors attention, hein, si vous pratiquez une autre activité physique, il faut vraiment qu'on voit aussi en fonction du programme pour ne pas tomber sur du surentraînement, etc. Il faut équilibrer les choses.
mais éventuellement des sports de combat, du pied-point. C'est pas la priorité, c'est pas quelque chose qui sera rédhibitoire pendant vos tests pour intégrer, mais c'est quelque chose qui vous servira après, donc c'est du plus. Maintenant, en termes d'activité, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que j'essaie de faire moi via le mentoring, apporter ce qui peut être important pour réussir sa préparation, sa formation. Et donc, c'est des cours théoriques que je vous envoie. Alors, il n'y a rien d'inventé, hein, ce sont des cours que vous retrouvez dans votre formation initiale. Donc, si vous n'avez pas, vous me demandez, je vous envoie, mais ça, je le fais systématiquement à un moment bien précis. Donc, travailler sur le théorique pour prendre de l'avance, pour être à l'aise. Ensuite, travailler l'anglais, voilà. Physiquement, ben voilà, on se prépare. Et puis la culture opérationnelle via les webinaires. Si vous avez des questions, ça sert à ça aussi, hein. Si vous avez des questions, le but c'est aussi d'essayer de vous éclairer sur des petites choses qui pourront vous servir pendant la formation. C'est pas la peine de se surcharger. Une formation, pour la réussir, il faut se préparer, mais il faut pas aller dans tous les sens. C'est là où beaucoup font l'erreur. C'est-à-dire que soit on se prépare physiquement, mais on se prépare pas de la bonne façon, ou pas pour le bon objectif. Encore une fois, j'en avais déjà parlé, et c'est ce qu'on aborde dans la préparation physique opérationnelle. Il y a deux phases. La première phase est la préparation physique pour les tests CSO, pour l'armée de terre, etc. Pour la police, la gendarmerie, etc. Généralement, ce sont des tests de présélection. On est sur des max. On vous demande, il y a des minima. On vous demande de réaliser un certain nombre de répétitions. Donc, on s'entraîne en fonction. Mais ça, c'est une partie. C'est la partie qui permet de passer à la suite. Et là où ça devient intéressant, et là où ça devient beaucoup plus important, c'est la suite. Parce que la suite, c'est la formation. Et la formation, si vous avez un objectif aujourd'hui, votre but, c'est d'aller au bout de la formation. C'est pas juste d'intégrer. Ne nous trompons pas d'objectif. Hein, intégrer, c'est la base. Mais le but, c'est d'aller au bout de cette formation. Quand on sait que sur 40, il y en a 5, 10 qui terminent, eh ben, on a envie de faire partie de ces 10. C'est le but. On veut pas perdre 6 mois, 1 an et arrêter, abandonner, se faire éjecter et se dire j'ai fait tout ça pour rien. Donc, autant le faire au mieux et autant se préparer de la meilleure façon. Et pour se préparer de la meilleure façon, on s'entraîne pas de la même façon que quand on passe les tests CSO. Le but, c'est pas d'augmenter ses max. Hein, quand on augmente ses max, il y a des séries, il y a beaucoup de récup entre les séries, on enchaîne les séries, etc. Là, le but, c'est d'encaisser, je le dis souvent, je le répète, c'est d'encaisser, c'est de pouvoir supporter, encaisser, durer, être endurant musculairement, psychologiquement, mentalement. Euh, on encaisse le physique, mais on n'encaisse pas que le physique. Et donc, quand on cherche à encaisser le physique, on s'entraîne d'une certaine façon. C'est un peu la façon dont vous vous entraînez quand vous avez déjà passé les tests CSO, où vous travaillez essentiellement sur la gestion de l'effort, avec des séances relativement longues parfois, où il y a un mixte de renforcement musculaire, poids de corps, de fractionné. Les deux sont mixés. Vous avez des séances spécifiques frag, des séances spécifiques renfo, mais beaucoup de séances où c'est mixé. Avec très peu de récupération, mais de la récupération quand même, ce qui nous amène à parler des séquences, par exemple, hein, 50-10, 5 minutes, 1 minute de récup, 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 5 fois 1 minute de récup. Et on enchaîne les séquences. Pourquoi 50, pourquoi 10, pourquoi 1 minute de récup? Tout ça, ça s'explique. 50 secondes parce que ça correspond à un effort. Quand on regarde une action opérationnelle, on n'est pas sur du 10 secondes, on n'est pas sur du 2 heures, on est sur un effort qui est ni trop court ni trop long. On va parler d'à peu près 50 secondes. C'est une moyenne, une bonne moyenne, qui est déjà difficile à tenir. 10 secondes de récup pour avoir vraiment un minimum de récup. On peut presque pas parler de récupération, mais de transition. Par contre, vous enchaînez 5 fois, c'est compliqué. Ça vous impose au niveau du cerveau à gérer cet effort sur cette séquence-là. Et 7 minutes de récup que vous avez à la fin, elle a un but qui est important, c'est d'une de récupérer. Et quand je récupère, je me pose la question, combien il me reste de séquences à faire? Quelle cadence j'ai mis sur cette séquence? Est-ce que j'ai été trop fort? Est-ce que je suis allé trop calme? Est-ce que je peux en mettre un peu plus sur la prochaine, un peu moins? Parce qu'il m'en reste tant, etc. Et c'est là que j'apprends à gérer mon effort. Et instinctivement, à force de pratiquer de cette façon-là, quand il y a beaucoup de séquences,
eh bien, entre je fais 4 séquences et j'en fais 8, je vais pas mettre la même cadence, la même intensité, et je vais petit à petit donner des informations à mon cerveau, et c'est ce qui va me permettre de savoir gérer mon effort. Et je gère cet effort sans montre. Hein. On n'est pas sur un calcul de VMA, on n'est pas en train il n'y a rien de tout ça. On n'a pas de montre, on n'a rien. On a juste nos 50 secondes, 10 secondes, mais on n'a pas de montre. Et pourquoi c'est important de savoir gérer son effort? Parce que le sportif de haut niveau et l'opérationnel sont deux choses différentes. Le sportif de haut niveau, lui, comme je le dis encore une fois très souvent, il se prépare pour une compétition, pour un objectif. Lorsqu'il fait ses entraînements, ils sont très cadrés, c'est très précis, il y a une allure bien précise à prendre, un temps bien précis. Et lorsqu'il fait sa compétition, il arrive, il est reposé, il fait sa compète. Une fois qu'il a terminé sa compète, il part sur une phase de repos. L'opérationnel, il n'y a rien de tout ça. Lui, il arrive, il est fatigué, il fait sa manip, on ne sait pas combien de temps elle va durer, et quand il a terminé, on ne sait pas s'il y en a une autre qui s'enchaîne derrière. Donc, on n'a pas d'autre choix que de savoir gérer son effort. On ne peut pas partir du principe et se dire, voilà, ma manip, je vais la faire à telle vitesse, je vais la faire pendant tant de temps. On n'a pas de notion de temps, on n'a pas de notion de vitesse, on n'a rien. Donc, il faut apprendre à se gérer soi-même, et on apprend de cette façon-là. Euh, je sais même plus pourquoi j'étais parti là-dessus, mais c'est pas grave. Je reviens sur la question. Hop, ça arrive encore. Constitue d'autres activités, compétences, hein, voilà. Bon, c'était pour Ambroise pour répondre à ta question. Voilà. Après, en activité, si on n'a pas de préparation, en activité, il y a des activités qui sont intéressantes. Le trail, qui est une activité intéressante où on retrouve de la course en montagne avec du dénivelé, avec une gestion de l'individu, travail en autonomie en fonction de la distance. Ça peut être de jour, de nuit, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et donc voilà. J'avais une question, mais plus pour les autres. Selon leur expérience, mais comme tu le sais, je me renseigne sur l'achat d'un gilet lesté. Est-ce que quelqu'un aurait une marque produit à me conseiller avec le meilleur rapport qualité-prix? Ouais, eh ben, si quelqu'un a une marque, un gilet qui est très bien. Alors moi, le conseil que je vous donne généralement, il y a plusieurs types de gilets. Hein. Il y a les gilets avec des plaques devant, derrière, et puis il y a des gilets avec des lestes, beaucoup de lestes, beaucoup de petits sacs de lestes. Moi, je suis plus fan de ce type de gilet, mais c'est une question de confort. Hein, c'est une question de confort. On peut régler le poids en enlevant des lestes, et puis ça épouse bien le corps, donc c'est plutôt confortable. On a le poids et le confort. Maintenant, la marque, il y en a plein. Le modèle, je pourrais pas te dire. Mais si quelqu'un a des références et qui est très satisfait de son gilet, n'hésitez pas à le partager. Peux-tu enregistrer le webinaire? C'est en cours. Normalement, si tout se passe bien, l'enregistrement est en cours. Même si c'est pas la fonction première, est-ce qu'on tire beaucoup au 13? Alors oui, on tire beaucoup. On tire beaucoup. On tire au 13, on tire pas mal quand même. Il faut savoir qu'en 2000, le tir, c'était pas du tout une spécialité au régiment. C'est pas quelque chose qui était beaucoup pratiqué. Les choses ont beaucoup évolué pardon, en 20 ans. Hein. Aujourd'hui, il y a une cellule tir qui est similaire à celle de Bayonne. Il y a un gros travail qui a été fait. Faut savoir quand vous êtes au 13, déjà le 13 il est au camp de Souche, donc au camp de Souche il y a les champs de tir, vous avez tout sur place. Et au niveau du tir, vous faites aussi du combat en milieu clos. Donc voilà, on en fait aussi, même si son job c'est pas de l'action. Le 13, il faut pas oublier que dans la formation vous avez du travail en milieu clos, en équipe, donc spécifique à une équipe. Ben, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on part pour faire du renseignement qu'on va pas se retrouver dans une situation où il va falloir se sortir de la galère, que ce soit dans un bâtiment ou ailleurs. Il faut savoir faire face. Donc pour savoir faire face, il faut appliquer des procédures, il faut les maîtriser, il faut les travailler, il faut les driller. Et même si ça n'est pas la spécialité, il faut maîtriser aussi. Au même titre qu'à Bayonne, il y a du rance aussi. Les mecs font un peu de rance aussi. Chacun sa dominante, mais on doit tout maîtriser. Euh,
peux-tu nous dire quelles sont les différences techniques éventuellement dans la formation entre la filière d'équipier et celle de chef d'équipe lorsqu'on a le BM2? Ben déjà, alors dans le détail, je vais pas pouvoir te dire dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que la formation chef d'équipe est beaucoup plus courte que celle d'équipier. Mais alors après, il y a deux choses parce que le chef d'équipe, à mon souvenir, il y avait le chef d'équipe donc où on retrouve des extérieurs, donc c'était des chefs bestat, adjudants. Je crois que ça commençait à partir d'adjudants extérieurs et des officiers. Donc ils avaient une formation qui durait 6 mois, peut-être en accéléré, mais c'est pas, on va dire, c'est pas tous les modules ne sont pas tous identiques à ceux de la filière. En revanche, quand vous êtes en équipe, euh, pour que ça te parle un peu plus, quand vous êtes équipier, vous faites la filière qui va durer plus d'1 an. Et si vous passez sous-officier, vous passerez le BESTAT. Alors ça a peut-être changé de nom maintenant, c'est peut-être le BM2 d'ailleurs. Vous passerez le BESTAT et votre BESTAT, il va falloir le valider en passant le BESTATERA, qui, si je dis pas de bêtises, vous donne le chef d'équipe. Et donc le BESTAT ne dure pas 1 an, hein, il est beaucoup plus court. Alors je pourrais pas te dire exactement quels sont les modules spécifiques que tu as et que tu n'as pas, mais je pourrais juste te dire que la formation est plus courte, tout aussi intense et te donne quand même le rôle de chef d'équipe dans une équipe de recherche. Par rapport à l'âge, tu dis que 25 risque d'être trop vieux pour un recrutement FS depuis le civil. Alors, 25, ça risque d'être trop vieux, ça reste la limite quand même, c'est faisable, hein. Il y en a qui passent à 25, mais vous êtes sur une barre haute. C'est-à-dire qu'il faut plus perdre de temps et vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous dise à l'entretien que vous êtes trop vieux. Est-ce que c'est toujours le cas si on a un passé militaire? Oui, ça changera rien. Par contre, si vous avez un passé militaire, vous ne passez plus par les mêmes étapes. C'est-à-dire que quand on a été militaire, on doit prendre directement contact avec la cellule recrutement du régiment. Et vous ne serez pas obligé de tout repasser, de passer les tests CSO, etc. Ça dépendra de la rupture qu'il y aura eu entre vous avez quitté l'armée et vous vous réengagez. Mais sachez qu'il faut prendre contact avec la cellule recrutement du régiment directement. Généralement, le CIRFA vous donnera cette information et vous enverra directement prendre contact. Je suis désolé, c'est la première fois que je suis en webinaire, donc je ne sais pas à qui envoyer le message pour demander les défis et sortir de sa zone de confort. Je t'enverrai tout ça. J'ai tes coordonnées de toute façon, donc je t'enverrai le programme des défis et sortir de sa zone de confort. Pour intégrer la BSPP, les tests CSO sont à réussir à quel niveau? Exigence pour ces tests-là. Pour intégrer la BSPP, il faut partir sur les mêmes tests que l'agrément FS en fait. Il faut se dire qu'au test CSO, ils vont beaucoup regarder les tractions. Il faut être à plus de 15 tractions. C'est bien d'être à 20. C'est un bon objectif, entre 15 et 20. Mais ils sont pas plus compliqués. Faut partir sur le niveau agrément FS. Après, vous avez des tests spécifiques supplémentaires. C'est-à-dire que si vous avez un niveau correct, on va dire vous êtes à 15 tractions. Alors, juste pour vous dire, pour info, je veux dire, j'ai eu un gars qui m'avait contacté, qui faisait 11 tractions, qui avait fait ses tests CSO et pour la BSPP, qui avait quand même un bon dossier, donc qui avait été accepté au test. Mais par contre, il avait ce challenge, ce défi, on va dire, justement, cet objectif d'augmenter grandement ses tractions parce que si vous faites les tests qui arrivent après, qui se font à la BSPP, qui se font à Paris, des tests physiques, si vous faites pas 15-20 tractions, c'est compliqué. Donc voilà, sinon, il faut partir un petit peu sur le même niveau que l'agrément, donc aller chercher au-delà du palier 10 au test Luc Léger, aller chercher les 15 tractions, et puis on reste sur 50-60 squats à la minute. Est-ce une réelle plus-value de faire du parasportif pour le 10, que ce soit pour SOGH ou même CTLO? Alors, une plus-value, ça sera toujours une plus-value de faire du parasportif. Maintenant, encore une fois,
c'est pas ce qui va vous permettre de réussir. Hein. Sur toute la phase de sélection, sur toute la phase de formation, on s'en fout que vous fassiez du para. Par contre, une fois que vous aurez terminé la formation et que vous allez intégrer une équipe, si vous souhaitez aller sur une équipe 3D, ben c'est toujours un plus d'avoir fait du parasportif parce que dans la foulée, on va vous envoyer au shooter. Quand vous allez faire le shooter, vous allez devoir passer des tests. Et de toute façon, généralement, on vous envoie faire une PAC si vous faites pas de parasportif et on vous envoie pas au shoot-up sans avoir fait une PAC avant. Donc oui, c'est une plus-value. Maintenant, encore une fois, on m'avait déjà posé la question. Si tu le fais, c'est parce que t'aimes ça, parce que ça te plaît, parce que déjà ça coûte cher. Et si tu prends du plaisir à le faire, fais-le, mais ne le fais pas spécifiquement tant que, enfin voilà, c'est vraiment un choix à prendre. Il faut aimer ça. Si enfin voilà, ce que je veux dire en fait, c'est que il faut pas se payer une formation en se disant je le fais et ça me permettra, ça va m'aider dans ma préparation parce que ça sera pas le cas. Mais ça sera quand même une plus-value pour la suite plus tard. Est-ce que les échecs les plus récurrents lors des est-ce que les échecs les plus récurrents lors des sélections, abandon ou fin de la formation sur décision des formateurs? Je pense que tu veux dire quels sont les échecs les plus récurrents lors des sélections. Abandon ou la fin de la formation sur décision formateur. Alors, les échecs les plus récurrents sont les abandons. Hein. Il y a beaucoup plus d'abandons que de décisions de sortir quelqu'un à la fin de la formation. Parfois, il y en a pas. Il se peut qu'il y ait une personne qui soit sortie parce que on lui dit voilà, moi j'ai déjà vu des cas, c'était quelqu'un qui va au bout, mais on lui dit t'as pas l'esprit. Donc bon, c'est assez particulier, mais ça c'est du déjà vu. Ou alors, au niveau des cours, c'était limite, mais ça passera pas. Donc ça peut arriver. Maintenant, généralement, ce sont des abandons qui ont lieu en cours de formation où on peut vous sortir, mais on vous sort pas à la fin quand tout est terminé. On vous sort pendant la formation au fur et à mesure que vous déroulez les modules parce que vous n'avez pas la moyenne ou parce qu'à un moment vous suivez plus physiquement ou mentalement. Enfin, quand c'est un problème mental, généralement, c'est vous qui partez. Tiens, Bastien, Amaury qui répond à Bastien qui dit que le gilet de D4 à 10 kilos fait le taf. On te voit augmenter la difficulté des challenges. On te voit augmenter la difficulté des challenges. Ouais, bah oui. Hein. Quand tu recevras le programme, tu verras, ça va piquer, mais ça va être bien. Tu parles peut-être des challenges sur Séquence Ops. Pas spécialement. Ça dépend. Vous verrez que donc sur la plateforme Séquence Ops, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais normalement tout le monde connaît, vous avez tous les mois entre le 10 et le 20 de chaque mois un challenge. C'est une séquence. Donc là, pour le coup, on n'a pas à travailler la gestion de l'effort. On est sur du 100%. On donne tout ce qu'on a. Ça dure 5 minutes. Vous devez faire un maximum de répétitions. Une répétition est égale à un point. Vous avez un système de points et de niveaux. Le niveau 6 étant l'objectif le plus compliqué. Donc voilà. Parfois, il est accessible. Parfois, il est très, très difficile. Mais je crois qu'à chaque challenge qu'il y a eu, il y a toujours au moins un mec ou pas que un mec, puisque sur un des derniers challenges, c'est une féminine qui a eu elle a eu le niveau 6. C'est pas la seule, mais elle a eu le niveau 6, donc impressionnant. Donc j'ai validé hein, sur vidéo. Je peux vous dire que ça envoyait du steak. Alors, quelles qualités sportives as-tu vu aller le plus loin en filière? Endurance, sprinter, fort physiquement. Alors, il y a deux qualités. Déjà, endurance. Endurance musculaire, endurance tout court, c'est une qualité. Euh, Surtout en filière. Parce que le fait d'être endurant, ça a un impact physique, mais quand on est endurant physiquement, le mental, il tient plus longtemps, on est plus fort mentalement. Donc l'endurance, elle est essentielle. Maintenant, la qualité, je dirais, c'est d'être complet. C'est une qualité, si on prend en athlétisme, ça va être facile à expliquer, puisqu'on a les sprinteurs, on a ceux qui font de demi-fond et on a les décathloniens.
Eh ben, c'est les qualités de décathlonien. Pourquoi? Parce que le décathlonien, lui, il est complet. Il sait courir longtemps, même s'il n'est pas excellent, il sait courir longtemps, il sait courir vite, il sait sauter, il sait lancer, il sait tout faire. Et il s'entraîne beaucoup plus que les autres. Parce que lui, il s'entraîne beaucoup, parce que, eh bien, comme il va travailler sur plein d'épreuves différentes, il va pouvoir euh, solliciter différemment. Hein. Quelqu'un qui fait du demi-fond, lui, eh ben, à un moment, il est obligé de s'arrêter. Hein, on peut pas courir toute la journée. Quelqu'un qui fait du décathlon, lui, ben, va pouvoir s'entraîner sur le sprint, puis va travailler ses lancers, puis ses sauts, etc. Donc, le décathlonien, c'est un profil complet, c'est le profil parfait. Euh, avec une pointe d'endurance supplémentaire. Donc, je dirais décathlonien avec endurance plus plus. Voilà le profil qui va bien. Rogue sont solides et plus abordables que 5.11. On est sur les gilets, je pense. Gravity Fitness. Comment bien se préparer aux entretiens de recrutement? Bonne question. Alors, comment bien se préparer aux entretiens de recrutement? Moi, j'ai envie de te dire, avec le mentoring. Parce que quand vous êtes avec moi sur le mentoring, et je le fais très régulièrement, je vais vous expliquer comment ça se passe et comment on fait pour se préparer à un entretien et pourquoi on se prépare à un entretien. Ça, c'est important. Alors, cette question, elle est importante parce que l'entretien, souvent, c'est pas physique, c'est pas du physique, donc on s'en fout. Hein. Enfin, je me mets à la place du jeune. Le jeune qui veut intégrer force spéciale, lui, il pense au physique, mais il oublie beaucoup de choses. Sauf qu'on prend vite conscience de l'importance des entretiens quand on a passé les tests CSO, rien de compliqué, et qu'on se retrouve convoqué pour les entretiens avec les recruteurs. Pourquoi? Parce que vous êtes des centaines à avoir l'agrément, beaucoup de monde à l'agrément, il n'est pas compliqué à avoir. Par contre, quand il y a 40 places pour une intégration, eh ben, il y a 40 mecs qui sont pris aux entretiins. Donc s'il y a 200 mecs qui passent en entretien, il y en a que 40 qui seront pris. Donc tout de suite, ça fait bizarre. Quand vous savez que sur 200, il n'y en a que 40 qui vont passer et que tout va se jouer en 20 minutes, lors d'un entretien et qu'il n'y a rien de physique là-dedans, eh bien, ça apporte une importance primordiale à l'entretien. Donc, il faut le préparer. Comment on prépare l'entretien? Alors moi, déjà, au départ, je vous envoie une fiche. Sur cette fiche, il y a un axe de travail à réaliser. Alors, quand je dis un axe de travail, c'est, je vais vous dire, travailler sur l'unité que vous souhaitez intégrer. Hein. Connaissez les différentes compagnies, les différents escadrons, la devise du régiment. Voilà, essayez de connaître un maximum de choses sur l'unité, forcément, c'est évident. Ensuite, travailler sur les sujets d'actualité. Les sujets d'actualité, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde, de quoi on parle aux informations, parce que souvent, on va vous poser une question pour voir si vous êtes quelqu'un qui suivait l'actualité, qui est un peu à jour de ce qui se passe dans le monde. Donc, il faut être au jus des choses importantes. Ensuite, bien entendu, il y a quelques petits axes de travail qui vont être les capitales de certains pays, des pays où la France est engagée, le nom des missions où la France est engagée. Voilà, il y a pas mal de questions comme ça. Et puis des questions qui peuvent être tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un axe de travail. C'est le travail que vous allez faire de votre côté. Moi, je vous dis, travaillez là-dessus, et puis c'est tout. Je vais pas vous interroger là-dessus. Par contre, là où on va travailler ensemble, c'est les questions que je vais vous donner, que vous allez travailler, qui vont être, par exemple, pourquoi souhaitez-vous intégrer le 13e RDP, si vous souhaitez intégrer le 13e RDP? Pourquoi le 13e RDP, pas le premier RPIMA? Pourquoi vous et pas un autre? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? euh, Présentez-vous. Voilà, plein de questions comme ça, qui sont des questions sur lesquelles, quelles sont par exemple, quelles sont aussi les qualités d'un équipier? Qu'est-ce que ça représente une équipe pour vous? Est-ce que ne pas être présent pendant plusieurs mois auprès de votre famille, c'est un problème pour vous, etc. Alors toutes ces questions, je vous les donne parce que déjà d'une, c'est des questions qui sont en relation un petit peu avec le profil, avec l'entretien. Vous faites un entretien pour intégrer les forces spéciales, eh bien, ça va être des questions qui vont tourner autour de ça. Ensuite, eh bien, forcément, à force de d'avoir des gars qui passent en entretien, je sais, c'est souvent les mêmes choses qui se disent, hein, un peu les mêmes questions.
Donc voilà, vous travaillez dessus et le but, c'est pas de moi vous donner les réponses parce qu'après on s'appelle et ça dure au moins 1 heure. C'est pas de vous dire la réponse c'est ça, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, moi je vous donne des éléments de langage. Les éléments de langage, ça va être si vous me dites, si vous allez me donner vos réponses, bien évidemment, vous allez me dire voilà, moi j'ai répondu ça, je dis que je pense que pourquoi moi et pas un autre, parce que si, parce que ça, etc. Et moi je vais intervenir et je vais vous dire voilà, cette question déjà c'est un peu une question piège quand on vous dit pourquoi moi, pourquoi vous et pas un autre, parce que c'est une question, on va aller tester un peu votre humilité. Hein, si on prend la question au premier degré et qu'on dit ben, parce que moi j'ai ça comme qualif et donc ben, je suis meilleur que tout le monde, euh, en soi on s'en fout de ce que vous avez comme qualif, ce qu'on veut voir c'est votre personnalité. Et là, il n'y a pas d'humilité. Donc il y a une façon de répondre et il y a des éléments de langage à mettre en avant. Et pour chaque question, moi j'essaye de vous donner des éléments de langage, on travaille ensemble qui vous correspondent, qui sont, on va dire, en phase avec le métier, qui sont en phase avec le profil recherché. Et vous allez prendre des notes, vous allez y penser, vous allez retravailler vos réponses. Et puis ensuite, quand tout ça c'est fait, je vais vous donner un travail à faire. Généralement, je vous demande régulièrement, pendant 5 minutes, de fermer les yeux le soir en dormant et d'essayer de vivre un entretien, d'imaginer qu'on vous pose des questions et vous vous imaginez en train d'y répondre. Donc ça, c'est un drill mental. On le fait, on le vit. On va aussi chercher à imaginer les questions qu'on pourrait nous poser pour nous mettre en porte-à-faux. Si je vous pose une question, je vous pose une question, vous me donnez une réponse. Je pourrais toujours vous reposer une question sur cette réponse, ainsi de suite, jusqu'à vous mettre en porte-à-faux si j'en ai envie. Donc il faut faire cet exercice-là. Les qualités, les défauts, je vais vous donner des conseils aussi. Qualité, défaut, ben moi je vais vous dire, après vous en faites ce que vous voulez, ce sont des conseils. Je vais vous dire, moi je conseille de donner 2 qualités, 2 défauts. Pas plus de qualités que de défauts, sinon on perd en humilité. Pas plus de défauts que de qualités, sinon on montre qu'on manque de confiance en soi. Donc défaut, qualité. Ensuite, quand on aborde une qualité, il faut qu'elle soit cohérente et idem pour les défauts avec le métier. Il ne faut pas que ce soit rédhibitoire. Hein. Si je veux faire un métier où on me demande de pas être discret et que je dis je suis renfermé, ça va être compliqué. On est à l'opposé de ce qui est recherché. Maintenant, si vous êtes vraiment comme ça, posez-vous la question est-ce que c'est fait pour vous? Mais on va essayer vous allez essayer de trouver des qualités, des défauts qui sont cohérents. Et comme conseil, par exemple, pour les défauts, on ne donne jamais un défaut fermement. On ne dit pas je suis discret. Si vous êtes discret, c'est peut-être un défaut qui passe pour une qualité dans certains cas, mais on ne dit pas je suis discret. On va dire plutôt j'ai tendance parfois à être un peu discret. Hein. On dit les choses avec des pincettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas rédhibitoire, c'est quelque chose que je peux travailler, qui peut changer, etc. Donc voilà, ça c'est juste un exemple que je vous donne sur ce que moi je peux vous apporter sur qualité, défaut. Et donc sur toutes les questions, je vais vous apporter des choses, des éléments de langage, et vous allez travailler. C'est pour cette raison-là, je pense, en toute honnêteté, que l'année dernière, j'ai eu plus de 10 gars qui présentaient je sais même plus si c'est 10 ou 20. Enfin bon, c'est plus de 10, je crois. Qui présentaient, que j'ai préparé pour le 13, ils ont tous réussi. Ils ont tous réussi les entretiens, ils ont tous intégré le 13 et ils sont tous en filière, enfin, ouais, ils attaquent ils sont en FIFST où ils attaquent la filière, là. Ils doivent attaquer la filière, là. Et s'ils ont réussi, le travail en soi, c'est pas les tests CSO. Les tests CSO, il n'y a pas de problème. Ça se fait, on y arrive, on prend le temps qu'il faut. Les tests CSO, de toute façon, on vous impose pas une date. Sauf si vous êtes avec une limite d'âge. Et si vous n'êtes pas prêt, on recule l'échéance et on y va quand on est prêt. Donc quand on est prêt, ça match. Sauf s'il y a un problème médical ou sauf s'il y a un problème psy, ce qui est relativement rare, ou un problème de sécurité. Généralement, ça passe. L'entretien, c'est là où tout s'arrête pour la plupart. Donc si l'entretien passe, on vous donnera la chance de faire avant ou après, ça dépend des années, ça dépend des unités, la PMPFS, qui sera encore notre objectif. Mais voilà, l'entretien est très important. Un entretien, ça se travaille. Vous devez séduire le recruteur, la personne qui est en face de vous. Vous devez la séduire de par votre élocution, comment vous parlez, comment vous vous tenez, comment vous êtes habillé, ce que vous dégagez en fait.
vos éléments de langage. Je peux être bien habillé, bien parler, bien me tenir, et puis dire n'importe quoi. Ça matche pas. Je peux dire des choses très bien, être en phase avec le profil. On a le mec qu'on recherche en face de nous, hein. Sauf que si vous êtes habillé comme un sac, si vous vous tenez comme un... ça va pas le faire. Donc il y a tous ces critères, ils sont importants. Et moi, je suis là pour vous dire qu'est-ce qui est important et marteler, insister, vous faire travailler derrière. Et généralement, ça se passe bien. Donc voilà, j'ai mis du temps sur la question de l'entretien. On l'a rarement évoqué, mais c'est important. Je prends le temps avec mes gars, avec vous, hein, pour ceux qui sont passés. Hein, et genre, ça va de 1 heure à, je crois que le record, c'est 2 heures et demie. Hein. 2 heures et demie à travailler l'entretien au téléphone. Ben, j'ai pris 2 heures et demie de mon temps parce que c'est important. Comme je vous dis tout le temps, mon objectif, c'est votre réussite. Si vous faites échec, je fais échec d'une certaine façon. Donc, ben, l'entretien, c'est pour vous, mais c'est un peu comme si c'est moi qui allais le passer aussi derrière. Voilà. Je connais un ancien militaire de 28 ans qui a été pris en ab initio 30, mais je pense que c'est exceptionnel. Il a fait 5 ans ou 8. Je crois que pour les CPA, ça passe mieux aussi avec l'âge. Je pense que entre 25 et 28, ça peut passer. Faudrait demander à Scoob. J'ai pas la réponse, mais vous pouvez sur ceux qui sont sur FS Coaching, vous pouvez sur le sur le chat là, poser la question à Scoob, si il vous répondra. Sinon, je lui demanderai. Mais de ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu plus simple. Je pense qu'ils prennent au cas par cas aussi. Et là, en l'occurrence, tu vois, 5 ans 8, 5 cas particuliers, ça peut passer. La filière chef d'équipe a la même durée pour un mec du 13 qui évolue en interne qu'un extérieur qui a tout à apprendre. Ben, le chef d'équipe, c'est le chef d'équipe, ouais. Donc en fait, la formation, elle est tout aussi longue. Quand tu fais le Besta Terra, alors à l'époque c'était le Besta Terra, hein, c'est aussi long, c'est long, et donc oui, je dirais que ça a la même durée. La qualif Shooter Ops est seulement réservée aux équipiers du 5 ou elle est présente dans tous les escadrons de recherche. Alors, le Shoot Ops, à la base, il est réservé pour le 5e escadron, puisque le 5e escadron est l'escadron des shooters. Des shooters, des SOGH, des SOTGH. Cependant, vous trouverez des shoot ops dans d'autres escadrons. Par exemple, au 6e escadron, qui est un escadron de transmission, je vous donne un exemple, hein, ou même encore un exemple encore plus marquant. J'avais un collègue qui était lui à l'infirmerie, en 13, un infirmier, qui avait passé un stage qui n'existe plus, je crois maintenant, qui était un stage interne au régiment, qui n'était pas une filière, hein, qui était beaucoup plus courte, mais qui permettait de partir en mission en tant que 6e homme, donc un peu en tant que soutien aux équipes, et lui avait passé le CHUTOPS, de par sa fonction d'infirmier, etc. Donc il y a certains mecs qui sont dans d'autres escadrons qui passent le CHUTOPS. J'avais un collègue au 3e escadron montagne qui avait pu passer le CHUTOPS. Voilà. Donc oui, c'est accessible, pas uniquement au 5. Maintenant, le 5, voilà, ça fait partie du package. Est-ce qu'il existe des sites pour s'entraîner aux tests psychotechniques? Alors, des sites, sûrement, il doit en exister plein. Il existe des bouquins aussi. Tu peux acheter des bouquins où tu vas travailler sur les tests psychotechniques. Maintenant, on parle de tests psychotechniques au CSO, mais c'est une petite partie, hein. Donc oui, vous pouvez travailler un petit peu dessus, ça mange pas de pain. Les tests que vous avez qui sont importants, généralement, sont les tests de personnalité. Et les tests de personnalité, ce ne sont pas des tests que vous travaillez dans un livre, hein. C'est devant un ordinateur, vous avez je ne sais combien de questions auxquelles vous devez répondre très rapidement. Et ce ne sont ni plus ni moins que des questions qui sont tournées différemment et qui vont permettre de voir si vous êtes franc et qui vont déterminer un petit peu quel profil vous êtes, comment vous êtes. Et vous pouvez pas inventer. Dans beaucoup d'unités spécialisées, que ce soit en France, en Suisse aussi, en Belgique aussi, ces tests de personnalité, généralement derrière, il y a des gros entretiens. Enfin, les gars sont convoqués
font 1 heure de test comme ça et 2-3 heures d'entretien. Et des entretiens qui sont axés d'une sur le résultat de cette simulation et après motivation. Donc voilà. Euh, voilà, merci Elios. Sur l'application de l'armée de terre, Gabi, tu trouveras les tests des exercices pour faire les tests les tests CSO. Je suis fatigué moi. Pour faire des tests psychotechniques. Anthony, tu veux savoir sur quel challenge elle a atteint le niveau 6? Je crois que c'est l'avant-dernier, je sais plus. Regarde, son pseudo, c'est de la Renta. C'est de la Renta, c'est une fille. Donc voilà. Monqui.com, c'est un bon site pour les tests de logique, mais ça reste légèrement différent des tests CSO. Merci Antoine pour cette info. As-tu les chiffres du taux de réussite des tests complémentaires BSPP? Taux de réussite, non, j'ai pas les chiffres. Stéphane, j'ai pas les chiffres, mais généralement ça se passe bien. On n'est pas sur un format FS, on n'est pas sur quelque chose où il y a beaucoup d'échecs. Euh, Généralement, ça se passe bien. Il y a pas trop d'échecs parce que voilà, quand on y va, on s'y prépare. C'est pas violent et c'est surtout les entretiens qui font que. Donc normalement, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ça devrait bien se passer. À partir du moment où tu as entre 15 et 20 tractions, t'es déjà dans le match. Donc après, faut travailler l'entretien aussi pour la BSPP qui est important. Après, il y a un parcours, mais bon, c'est pas violent quoi. C'est un peu comme les tests police, gendarmerie. C'est des parcours, c'est pas violent, mais tant qu'à faire, hein, autant exploser les scores et être au top. Quand on est FS, le fait d'être à la maison 2 mois par an, c'est une légende ou c'est réel? Ça ressemble à quoi une semaine type? Alors, le fait d'être à la maison 2 mois par an, c'est pas forcément une légende. Je dirais pas que c'est forcément réel aussi, parce que les années ne se ressemblent pas. Vous pouvez avoir des gars célibataires qui demandent qu'à partir en mission, et bien qui partiront qu'en mission. Ces mecs-là, ils seront là 2 mois par an. Après, généralement, vous faites 2 missions dans l'année, une mission dans l'année, c'est certain, potentiellement 2 missions. Mais vous rentrez aussi sur des cursus où il y a des stages, des cursus de formation. Et ça, dans une carrière militaire, eh bien, voilà, quand on veut passer sous-officier, ben, on part en école de sous-officier. Ensuite, on doit passer son bestat. Et ça dure 3 mois par-ci, 6 mois par-là. Donc, en fait, il y a des années où vous allez peut-être pas partir en mission. Il y a des années où vous allez faire une mission, puis après, vous êtes sur des stages. Donc, en fait, vous êtes présent. Vous êtes sur le sol français. Comme vous pouvez être beaucoup à l'étranger. Mais attention, des fois, même si vous êtes présent, vous êtes en exercice, vous êtes en stage, donc on n'est pas forcément à la maison, en tout cas pas la semaine. Mais le week-end, oui. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on part beaucoup plus en mission en FS que dans la régulière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous êtes FS, vous ne faites pas de mission Vigipirate. Hein, ce qui est quand même ces dernières années quelque chose qui est une dominante dans la régulière, où les mecs mangent du Vigipirate au taquet. Ben là, vous n'en faites pas. Il n'y a pas de Vigipirate. Ce n'est pas la priorité. Tu as dit que le profil parfait était le décathlonien. Quels sont les physiques des équipiers en général? Plutôt petits, trapus ou grands, minces, même si je me doute que c'est varié. Alors oui, c'est varié. Il n'y a pas tant de grands minces que ça, mais il y en a. Hein. Le profil qui va bien, c'est petit trapu, hein, en règle générale, parce que quand on est petit, trapu, endurant, voilà, plus on est grand, plus c'est, de toute façon, être grand, c'est pas forcément le top du top. Hein. Quand on fait 1m90, c'est pas forcément c'est pas le plus facile. Hein. Physiquement, c'est plus compliqué. Tout est plus compliqué. Le profil, en règle générale, il n'y a pas de profil, mais il y a tout. Franchement, il y a tout et il faut pas non plus se stresser. Il y a des mecs qui sont petits, tout secs, mais vraiment tout petits, tout secs, qui portent le sac sans problème. Et j'ai vu des mecs, des grands stécos qui galéraient, hein, qui galéraient parce que ça leur éclatait les trapèzes
Et en fait, c'était compliqué. Donc, il n'y a pas de profil parfait. C'est beaucoup dans la tête et puis dans la préparation que vous avez eue pendant de longues années parfois, parce que plus on s'entraîne longtemps et plus on va créer des habitudes. Et puis voilà, quelqu'un qui a fait du sport toute son enfance, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se met au sport à 20 ans. Euh, on ne développe pas les mêmes choses. Pour le 13, comment vois-tu l'avenir du métier dans les prochaines années? Des évolutions dans l'emploi. Il y a déjà eu des évolutions dans l'emploi en soi, un petit peu, parce que quand on parle de 13, quand on pense au 13, on pense souvent, de par les reportages, de par ce qui donne un petit peu, euh, je veux dire, ce côté, ce qui différencie un petit peu ce côté, certes de renseignement, mais voilà, ce fameux sac, les caches, voilà, les caches, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, les caches, c'était le quotidien. C'était quelque chose euh, qui faisait partie des missions, de chaque mission presque. Je pense que c'était plutôt à l'époque de la guerre froide, par exemple. Mais ces dernières années, ces 20 dernières années, toutes les missions, voilà, faut pas penser qu'à chaque fois qu'il y a une mission, l'équipier s'enterre, ce qui n'est pas vrai. C'est revenu un petit peu sur la phase, avec le terrorisme, sur les zones. En fait, c'est la zone qui fait que euh, la zone et la manip et la mission qui fait que vous allez devoir faire une cache ou pas. Euh, donc les choses ont évolué dans le sens où le 13, l'équipier, travaille beaucoup, fait beaucoup de renseignements humains, travaille beaucoup en civil, au contact voilà, de sources, etc. Donc c'est un peu différent, c'est quelque chose qui se fait peut-être plus qu'avant, je pense. Maintenant, est-ce que ça va évoluer? Il n'y a pas de raison que ça évolue, tout simplement parce que le régiment tient la route depuis tout le temps, j'ai envie de dire. Et puis donc, à partir de là, il n'y a pas de raison que de faire d'évolution particulière. Euh, alors ça, tac, tac, tac. Aurais-tu un ordre d'idée de l'évolution en traction? Pour ma part, commençant il y a 2 mois avec seulement une de traction, étant maintenant à 3-4, par exemple, pour une personne commençant comme moi en bas de l'échelle, en combien de temps habituellement on passe de 1 à 10, 20 tractions? Alors ça dépend de beaucoup de critères. Euh, Quels sont les critères qui font que tu peux progresser vite en traction? Je vais essayer d'élaborer un petit peu tout ça. Le premier, c'est déjà ta morphologie. Est-ce que tu es petit? Est-ce que tu es grand? Est-ce que tu es lourd? C'est plus compliqué pour quelqu'un qui est grand que quelqu'un qui est tout petit, pour quelqu'un qui est lourd que quelqu'un qui est sec. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, quand tu pars de zéro, il y a la première phase qui est la plus difficile. Quand je pars à zéro traction, par exemple, il faut déjà que je réussisse à soulever mon poids. Donc, il faut travailler avec élastique, etc. Euh, donc, la première phase est la plus difficile. Quand tu arrives à 5 tractions, généralement, après, ça va plus vite. Ensuite, il y a sur quoi tu dois travailler. C'est-à-dire que si tu es sur, généralement, prépa, test CSO, si tu es très très bon en course à pied, tu peux te consacrer uniquement qu'aux tractions. Donc sur la prog, on peut axer la prog essentiellement en traction, donc tu progresseras plus vite. Par contre, si tu n'as pas un gros niveau en course à pied, on est obligé de travailler sur les deux. On ne peut pas délaisser la course à pied en se disant bon, on va travailler avec les tractions ou on va travailler avec la course à pied. On est obligé de travailler sur les deux. Comme on travaille sur les deux, on progresse sur les deux, mais on progresse moins vite. Donc il y a beaucoup de critères qui font que pour passer de 1 à 10 tractions, eh bien ça peut prendre 2 mois comme 4 mois, 5 mois, ça dépend. Euh, Ça dépend ça dépend. Il n'y a pas vraiment de. Si tu prends quelqu'un qui fait que ça, qui fait un programme spécifique traction, et il fait rien d'autre à côté, ça ira vite, ça ira plus vite en tout cas. Après, par contre, il faudra tout recommencer à zéro une fois qu'il aura eu ses tests CSO avec ses 15 tractions. Peut-être qu'il aura déjà un bon niveau, il aura un palier 12, hein, mais après, il faudra tout recommencer à zéro.
parce que le plus important, c'est ce qu'il y a derrière. C'est est-ce que ce mec-là, il est capable d'encaisser, il est endurant, etc. La préparation, s'il a une préparation spécifique traction, il n'aura pas travaillé sur les qualités qui te sont demandées pour la suite. Et le problème, c'est que une fois que tu as passé tes tests CSO, c'est pas toi qui décides. Tu décides de quand tu les passes. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on décide de quand on passe ces tests CSO. Donc on peut prendre le temps qu'on veut. Quand on est prêt, on y va. Mais une fois que c'est fait, on décide plus de rien. Si on te dit, OK, ben, l'intégration, elle est dans 3 mois, et ben, 3 mois plus tard, vous êtes là. Donc ça veut dire qu'il vous reste 3 mois, si vous vous êtes pas préparé de la bonne façon avant, ben, pour vous préparer sur une prépa Ops. Donc ça peut être court. Euh, voilà. Dans quel état le corps ressort-il d'une carrière en FS? Bah, le corps, il ressort pas forcément dans un mauvais état. Pourquoi? Parce que déjà, l'entraînement, il est quotidien. L'entraînement, il est quotidien. On s'entraîne régulièrement, on s'entraîne tous les jours. Quand on est en régiment, qu'on est au régiment, tous les matins, déjà, il faut savoir que de 8h à 10h, c'est sport. Vous faites sport, donc vous vous entraînez, vous vous entretenez. Ensuite, les missions, c'est pas ce qui va vous flinguer forcément. Ce qui va vous flinguer, c'est beaucoup les exercices, c'est les sauts en parachute, c'est ces choses-là. Si vous ne vous blessez pas, si vous n'avez pas de gros accidents ou de choses comme ça, euh, on ressort dans un bon état. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a fait 20 ans? Moi, j'ai fait plus de 20 ans de donc FS services spéciaux et j'ai toujours été TAP. J'ai eu une interruption au début dans les services spéciaux dans mon groupe. Il y avait pas de, on faisait pas de TAP pendant quelques années. Puis on a dû revenir sur du TAP et après on faisait de la chute. Mais l'automatique, j'en ai presque toujours fait. Je me suis jamais rien cassé. J'ai eu plusieurs entorses, arrachement des ligaments, des trucs comme ça. Donc oui, aujourd'hui, j'ai les chevilles qui sont fragilisées. Mais voilà, mon dos, il est très bien. J'ai pas de problème de dos. Pourtant, je fais plus de 90 kilos. Donc quand j'impacte le sol, et j'ai toujours fait à peu près ce poids-là, j'étais toujours à la limite avec la limite des 90 qui est la limite. Donc autant dire que j'impactais très fort généralement, en automatique en tout cas. Mais voilà, mon dos va bien. À partir du moment où vous faites du sport, que vous vous entretenez, que vous faites beaucoup de gainage, c'est important, que vous vous entraînez correctement, que vous savez vous reposer, etc., vous, vous ressortez dans un état, voilà, le corps est bien. Bastien, ça dépend vraiment de ta façon de t'entraîner. Personnellement, en faisant un programme assez focus sur les tractions, 3 fois semaine, je suis passé de 12 à 17 en 5 semaines. Donc déjà là, tu vois, 12 à 17, déjà il était à 12 au départ. Donc on progresse plus vite quand on est là, quand on en est là. Euh, 12, 17, 5 semaines, ouais, c'est raisonnable, mais 3 fois par semaine, pour un programme focus traction, normalement, tu peux passer à 4 voire 5 fois par semaine, hein. Et puis généralement avec du lesté, quand tu es à 12, tu peux travailler avec du lesté. Donc c'était peut-être ce qu'il y avait, hein. Le métier d'équipier de recherche comprend-il du renseignement sous fausse identité? Donc je ne répondrai pas à cette question, Ambroise, puisque certaines questions, bien sûr, je ne peux pas tout dire. Donc fausse identité, on parle d'identité fictive, d'IF, et donc je ne dirai pas si le 13, vous m'en excuserez, mais je ne peux pas tout dire tout le temps. Il y a des choses, des fois, que je n'évoquerai pas. Mais je te laisse chercher. Peut-être que tu trouveras en source ouverte sur Internet. Méfiance quand même, hein, de ce que vous trouvez sur Internet. Mais voilà. Du volume, merci, hein. Même question pour les tractions aujourd'hui, je suis à 17, mais conseilles-tu plutôt du travail de force ou de volume pour augmenter encore? Ben en fait, toi Esteban, si c'est comme c'est BSPP, euh, je te conseillerais de travailler en fait tout simplement déjà avec gilet lesté. Avec gilet lesté. En fait, le travail idéal, quand vous avez déjà un bon niveau, si vous voulez faire une séance qui va être complète, il va falloir aller chercher jusqu'au fond.
On commence avec gilet lesté. On continue sans gilet lesté, parce qu'à un moment, si on s'arrête, parce qu'on peut plus, forcément, à un moment, on pouvait plus avec le gilet lesté, hein, ça passe plus. Ben, on s'arrête pas. On l'enlève, on continue. Et quand on n'y arrive plus sans gilet lesté, on continue avec élastique. Hein, l'élastique, c'est pour les débutants, mais c'est aussi pour faire ce type de séance. C'est quelque chose que je vous conseille dans vos séances si vous voulez vraiment aller au bout. Euh, As-tu des conseils pour des reprises d'entraînement après une phase assez longue sans pouvoir s'entraîner physiquement? Je pense notamment lorsque les équipiers doivent rester dans les caches sur 1, 2 semaines ou des phases de terrain où l'on ne peut pas s'entretenir et où le sommeil et la nutrition sont malmenés. Alors, il faut pas penser que les mecs vont rester. C'est très rare, très très rare. Hein. Ils vont pas rester 2 semaines en cache, une semaine en cache tous les 15 jours. Donc ça sera pas impactant. Par contre, ce qui est impactant, c'est un équipier qui part en mission sur une zone, on va dire forcément sensible, et qui ne sera pas forcément dans un camp comme on peut retrouver dans la plupart des, euh, des zones où sont les FS. Hein, un équipier peut très bien être en mission, être dans une villa, dans un pays, dans une ville. Et donc forcément, il va pas faire son footing, il va pas à la salle de sport, il est obligé de faire tout dans sa villa. C'est pas villa au bord de la mer, hein, vous m'avez compris. Et donc là, la question se pose. Si vous partez 6 mois et vous vous retrouvez comme ça, comment je peux m'entraîner dans la maison en prenant en compte que je peux pas courir, etc. Eh bien, en fait, ça a été la réflexion que j'ai eue en 2013 quand j'ai écrit CrossOps. C'était cette réflexion-là, en fait. C'était les mecs partent 6 mois, reviennent, repartent et ne peuvent pas vraiment s'entraîner quand ils sont en mission. Comment pallier à ça? Cross-training et adapté, spécifique. Euh, donc, du travail de renforcement musculaire poids de corps, pas d'haltéro, voilà, pas de tout ça, et alterner au renforcement musculaire poids de corps, des mouvements cardio, du monté de genoux, du mountain climber, enfin voilà, un mixte. Il y a pas mal de choses. Hein. On peut faire un milliard de trucs avec gilet lesté, en tenue OPS, etc. Mais la base de ta question, c'était la reprise d'entraînement. Donc, si vous n'avez pas pu, pour X ou Y raison, vous préparer, vous entraîner pendant un laps de temps relativement long, la reprise, elle doit être progressive. Hein, c'est-à-dire qu'on commence par du footing, on commence par du footing plus du renforcement musculaire classique derrière, et puis très rapidement, eh bien, on commence par travailler. On peut travailler sur des séquences, par exemple. On peut très bien, même après une reprise, travailler sur des séquences, mais limiter le nombre de séquences en prenant en compte que même si 50 secondes, 10 secondes, 5 minutes, c'est beaucoup, c'est là où justement on va travailler sur la gestion de l'effort. Je sais que j'ai pas fait depuis longtemps, que c'est compliqué, donc j'y vais tranquille. Euh, mais il faut reprendre crescendo. Hein. On se met pas un truc violent quand on a eu une longue période. Le problème, c'est que la réalité, elle est différente. Et la réalité, c'est quoi? C'est que, et ça, moi, je l'ai vu, et ça a été problématique, c'est que les mecs partent en mission, ne s'entraînent pas parce qu'ils peuvent pas s'entraîner, repartent en mission. Et encore une fois, c'est pour ça que j'avais écrit CrossOps. Hein. Je vais vous donner 2 exemples. Hein. Le premier, les mecs reviennent, partent et peuvent pas s'entraîner parce que voilà, dans la baraque, ils faisaient un peu des pompes de temps en temps. Voilà, les mecs font du renforcement musculaire poids de corps, très bien, pas de problème, mais on travaille pas le cardio et c'est pas suffisant. Parce que quand le gars rentre de mission, on lui dit tu vas aller faire le chute-ops et tu pars dans 15 jours. Le mec, ça fait 6 mois qu'il a pas couru. Dans 15 jours, il va au chute-ops, les tests d'entrée, il y a un 30 kg avec sac en moins de je sais plus combien. Donc, autant vous dire que là, c'est compliqué. Autre exemple, c'est les mecs rentrent et puis au régiment, tous les ans, on organise des crosses, etc. Et fut un temps, il y avait un marathon qui était organisé. Les mecs étaient... alors là, c'était pas des mecs... Alors, il y a les mecs qui rentrent de mission, qui n'ont pas pu, qui pouvaient pas, qui s'entraînaient pas comme il fallait. On leur demande de faire un marathon. Donc là, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. C'est même pas très, très bon. Hein. Et puis, il y a les mecs qui sont en Bestat, RA, par exemple, hein, qui sont sur le chef d'équipe ou autre, donc des formations très intenses physiquement, qui eux sont en surentraînement, déjà clairement, hein, à qui on demande de faire un marathon. Donc ça, c'est un autre sujet, hein, c'est un sujet
entre des chefs et des spécialistes, j'ai envie de dire, pour leur faire comprendre que voilà, il y a des fois c'est pas très cohérent, et ça peut être dangereux, voire ça pose des problèmes. Bon, je pense que ça a évolué. Qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac, tac. Merci Antoine. Tu m'avais parlé que les équipiers travaillaient aussi à l'étranger dans certaines ambassades et qu'il y avait toujours des équipes qui se relayaient. Elles travaillent pour l'ambassade en les aidant ou alors elles travaillent de leur côté, juste installées dans l'ambassade. Ben, en fait, si tu veux, dans la plupart des ambassades, tu as des postes où tu as des gens du 13, des gens du deuxième RH, des gens de la DGSE. Elles travaillent pour l'ambassade, puisqu'il y a à l'ambassade c'est le conseiller, euh, je sais plus, le conseiller sécu ou enfin bon, il y a un responsable et en fait, eh ben voilà, elles sont dans l'ambassade et elles travaillent aussi pour l'ambassade. Maintenant, elles travaillent pas directement pour l'ambassade, hein. En fait, tout est relié à l'ambassade. Elle possède plusieurs bureaux, plusieurs spécialités. Tout le monde fait son job, son travail, etc. Et tout ça, ça part à Paris, au ministère des Affaires étrangères, où les informations sont traitées. Ça part au COS, au commandement des opérations spéciales. Ça part à la DGSE. Voilà, ça part partout. Mais l'ambassade, c'est un endroit sécurisé, diplomatique, qui représente la France dans un pays étranger. Et on y trouve plein de postes et de choses différentes. Quels sont les facteurs qui rendent inapte para le plus souvent? Alors, bah écoute, le facteur qui rend inapte para le plus souvent, c'est le dos. Radio du rachis de face et latéral, scoliose supérieure à 13 degrés. Je crois que c'est 13 ou 18, je crois que c'est 13. Te met une inaptitude. Lordose, je sais pas de combien de degrés, mais peut te mettre une inaptitude. Ensuite, le poids. Tu fais plus de 90 kilos, on vérifie ton IMC et tu peux être inapte TAP. Les pieds plats, tu peux être inapte TAP. Voilà, ce sont des choses qui font que tu peux être inapte TAP. Avons-nous en France l'équivalent de la semaine de l'enfer des Navy Seals? Ouais, largement. Alors je dirais pas, c'est pas la semaine, c'est pas sur une semaine, mais clairement, c'est les Américains. Les Américains, la semaine de l'enfer. Les Américains sont pas les plus forts sur l'aspect mental et rustique. Ils sont très forts techniquement, ils ont énormément de soutien, etc. Mais l'Américain qui va marcher avec un Français en mission sur une manip, il va semer très rapidement tout ce qu'il a dans son sac en se disant c'est trop lourd et il s'en fout parce que il y a quelqu'un qui sera là très rapidement pour lui redonner quand il rentrera. C'est pas grave. Le Français lui il perd un truc, c'est compliqué. Il peut pas se passer. Donc le Français est naturellement rustique. La formation, un stage commando, quel qu'il soit. Hein, stage commando, ça peut être chez les commandos marines, ça peut être une filière, la partie commando spé dans une filière, etc. C'est plusieurs fois une semaine de l'enfer. Parce que en soi, qu'est-ce qui peut être plus difficile que de presque jamais dormir, que d'être en activité physique H24, être mouillé dans l'eau une grosse partie du temps, dans le froid, et avec une pression psychologique, en ne mangeant pas, voire très peu. Voilà, c'est un mix de tout ça, encore une fois. Hein, c'est une petite semaine immersion, sortir de sa zone de confort, puissance 10, qui fait que ben forcément, c'est compliqué, sauf qu'eux, ils le font sur une semaine, le stage co, c'est un mois. Après, j'assimile souvent, je vais regarder parce que je l'avais noté, il y a l'opérationnel, c'est un aventurier. Il y a deux choses, moi, que je trouve intéressantes. C'est que c'est un aventurier, euh, parce que l'aventurier, lui, alors quand je parle d'aventurier, je vais parler
comment on appelle, de défis, de challenges sportifs qui sont les plus durs au monde, par exemple. Et j'en ai noté quelques-uns. Il y a l'Otilo, qui est en Suède. C'est 10 kilomètres de nage et 65 kilomètres en montagne. En Suède, hein, donc l'eau est très froide. Donc là, on est sur quelque chose d'assez grandiose, assez compliqué. Donc, qu'est-ce qui impacte la préparation d'un mec qui va faire des choses comme ça? Ben, c'est la même chose. Il doit être préparé psychologiquement, mentalement, il sort de sa zone de confort en permanence. Et en fait, on retrouve les mêmes qualités dans un aventurier qui fait ce type d'épreuve que sur quelqu'un qui se prépare pour réussir, en tout cas qui termine ce type de formation opérationnelle. On a le Capé Épique en Afrique du Sud, c'est 15 000 mètres de dénivelé. Donc vous imaginez quand même 15 000 mètres de dénivelé en vélo. Et ces 15 000 mètres, ils sont sur 800 kilomètres. C'est-à-dire que en 800 kilomètres de vélo, vous devez faire 15 000 mètres de dénivelé. Et c'est pas du vélo de route, hein, c'est du VTT, c'est de la montagne, c'est du chemin, etc. Donc violent aussi. Et après, il y a la Dragon's Black Race qui est une course en montagne. Je sais plus dans quel pays. Et c'est 300 kilomètres en courant avec 15 000 mètres de dénivelé. Et ça doit être fait en 5 jours. Donc voilà. Donc là, il y a le marathon des sables, il y a l'Ironman. Tout ça sont des choses en fait où quand quelqu'un se prépare pour faire des choses comme ça, et ce que tu vas faire, Romain, ça en fait partie aussi, hein, eh ben c'est tout naturellement qu'on se prépare un peu comme quelqu'un qui veut intégrer les forces spéciales, en tout cas qui veut réussir, il doit se préparer de la même façon. En fait, si on inverse la chose, c'est ça, hein. Quelqu'un qui doit réussir, qui veut réussir à intégrer les forces spéciales, c'est un objectif qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il doit se préparer de la même façon que quelqu'un qui se donne l'objectif de faire une de ces épreuves-là, par exemple. Ça montre l'aspect physique. Mais ça montre aussi qu'on ne s'entraîne pas que c'est pas que une simple prépa physique, hein. Je vais pas prendre un coach dans le civil. Bonjour, je voudrais faire ça. Est-ce que vous pouvez me faire un programme d'entraînement? Bah, faites-le. Mais ça va, à mon avis, il va manquer des choses. C'est pour ça que il faut travailler sur l'aspect physique, il faut travailler sur l'aspect mental. Et pour travailler sur l'aspect mental, il va falloir, encore une fois, changer, casser sa routine. Donc se mettre en immersion, hein, dans ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce qui m'attend, dans quelle situation je vais me retrouver, je me mets en immersion. Je vis les choses. Tant que je peux le faire avant, à un degré moindre, et j'essaie d'assimiler tout ce que je vais retrouver après. Il y a du dénivelé, je vais travailler sur du dénivelé, je vais pas beaucoup dormir, je vais porter un sac, je vais prendre des douches froides pour la rusticité, je vais sortir mouillé, enfin voilà. Je me mets tout ça en même temps, je travaille là-dessus et je vais détecter des choses. Je vais détecter déjà où sont mes limites dans un premier temps. C'est toujours intéressant de savoir où sont ses limites. Je vais détecter où est-ce que j'ai des douleurs. Peut-être que je me rends compte que au bout de 4 jours, quand j'ai pas dormi et que que je marche beaucoup, j'ai mal au genou gauche tout le temps. Il y a un problème. Et au moins, je l'ai détecté. Je vais pouvoir peut-être essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, etc. Je vais pouvoir aussi tester mon matériel. Hein. Bah ouais, je fais de la rando tous les week-ends, nickel. Sauf que quand je suis fatigué et que j'ai pas dormi pendant 3 jours, enfin pas beaucoup dormi pendant 3 jours et que j'ai déjà marché pendant 3 jours 20 kilomètres par jour, ben, le quatrième jour, mon sac, ben, j'ai mal là. J'ai mal à tel endroit. Est-ce qu'il est bien réglé? Est-ce qu'il est bien chargé? Il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, ce programme sortir de sa zone de confort, il est très important. C'est pour ça que je reviens sur la préparation physique, sur le mentoring. Sortir de sa zone de confort, important. Préparation physique opérationnelle pour durer, pour pouvoir encaisser, important. Le programme que je vais vous donner pour ceux qui le souhaitent, des défis, important parce que, eh bien, on va plus être sur une séance par jour, enfin 5 séances par semaine. On va être pendant 15 jours uniquement, mais pendant 15 jours, on va être sur un gros travail aussi mental. Hein. 2 heures et demie de défi, difficile, il faut gérer. C'est pas les mêmes défis. J'ai certes 2 jours de récup pour me préparer pour l'objectif suivant, redéfi. Moi, je trouve ça génial. Et franchement, pendant 15 jours, eh bien, quand vous avez fait 15 jours et que vous avez enchaîné tous ces défis-là,
déjà, vous pouvez être fier de vous. Vous avez gagné en mental, vous avez gagné en gestion de l'effort, vous avez gagné sur plein de points et toujours les mêmes points, ces points qui sont importants. Je voulais dire un truc, je sais plus. Je sais plus, c'est important. Plus, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc voilà. Est-ce que l'haltérophilie est importante ou peut-on être complet avec du poids de corps et de la course à pied? Pour moi, l'haltérophilie, je dirais pas que c'est important. Euh, pour moi, c'est pas important parce que déjà, c'est quelque chose. Alors après, ça dépend pour quel objectif, hein. Mais l'haltérophilie, alors, l'haltérophilie, c'est très bien. Maintenant, ça reste, c'est bien quand c'est pratiqué uniquement en haltérophilie. Mais pour moi, il y a quand même de la charge lourde, il y a quand même des mouvements qui sont extrêmement techniques. Donc, on peut pas faire ça comme ça en disant tiens, ben, je vais faire de l'haltéro. Voilà. Je pense que, et puis voilà, je pense que le plus important, il y a trois choses. C'est la première chose, c'est le gainage. Le gainage, il faut en faire. Vous avez des fois des séances où c'est 5 minutes de gainage, 2 minutes de récup, 5 minutes de gainage pendant 40 minutes ou 20 minutes. C'est très long, c'est très dur. Ou des séances où vous avez 20 minutes de gainage non-stop, où vous pouvez alterner les positions. Enfin bon, il y a plein de séances différentes en gainage que vous avez déjà eues. Le gainage, c'est important, hein. On est sur les muscles profonds. C'est ce qui va vraiment soutenir la carcasse, c'est la base. J'ai encore un jeune qui est en filière actuellement, que j'ai eu au téléphone récemment, et qui m'a dit le gainage. Il m'a dit le gainage. Heureusement qu'on a fait du gainage. Le gainage, c'est hyper important. On en mange déjà dans la formation, mais c'est important. Donc le gainage. Ensuite, le poids de corps. Le poids de corps, c'est la base. C'est la base et c'est pas la peine d'aller faire des mouvements qui sortent de l'espace là. Moi, je vois il y a 1 milliard d'exercices. Il faut rester sur la base. Les pompes, les tractions, les squats, les dips, les burpees. Ça suffit. Les mouvements de base, ça suffit largement. Et la course à pied. La course à pied sous deux formes. Toujours pareil. Ça dépend de l'objectif. Mais courir. Courir court. Courir longtemps. En fonction de l'objectif. Le fractionné est indispensable. On ne peut pas progresser en course à pied si on ne fait pas de fractionné. On peut courir tous les jours 1 heure, on va courir longtemps, mais on ne va pas améliorer, ça va être trop long. On fait du fractionné. Et c'est pour ça, ça c'est un détail, que quand on parle des séquences, quand on ne connaît pas, on se dit c'est quoi ça? C'est du Tabata en fait. 50-10, 5 minutes, 1 minute de récup, ouais, ils sont pas foulés, c'est du Tabata, machin. Je dis ça parce que je l'ai lu ce commentaire, moi. Mais le mec, je pense qu'il y connaissait rien et il n'était pas du milieu. Parce qu'on pourra en parler très longtemps. Je vais vous donner un exemple. Pour progresser en course à pied, tout le monde sait qu'il faut faire du fractionné. Le fractionné, vous avez une phase de course rapide et une phase de récup, où je trottine. Et une phase de course rapide et une phase de récup, une phase de course, une phase de récup. Et à un moment, j'ai une pause. Quand j'ai plusieurs séries, hein, souvent dans une séance de fractionné, vous devez effectuer 2 séries de 10 fois 300-100 par exemple. 300 mètres rapides, 100 mètres lents. La récupération, c'est les 100 mètres lents. Et entre les 2 séries, il y a X minutes de récup. On est sur du fractionné. Quand on parle de Tabata, quand on parle de WOD, etc., on n'est pas sur du fractionné puisque Tabata, 20 minutes, 20-10. 20 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, et on est sur 20 minutes. Très bien. Un WOD, max de rounds en temps de minutes, je gère, voilà, très bien. Les séquences, il y a une petite différence qui arrive là-dedans, c'est qu'on a 1 minute de récup. On a du 50-10, hein, au même titre que du 20-10, on est sur 50-10, mais on a 1 minute de récup. Cette minute de récupération, comme j'enchaîne les séquences, typiquement, si je regarde bien, je suis sur une séance de fractionné en renforcement musculaire. Et au même titre que pour la course à pied, quand je sais que je dois faire du fractionné pour progresser en course à pied, eh bien, quand je fais des séquences de cette façon-là, je dois progresser en renforcement musculaire poids de corps. Il faut imaginer la structure de ces séances-là.
Ok, c'est au Pays de Galles, du coup, la Dragon's Bake Race. Ok, merci Pierre. Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être en avez-vous d'autres. Quelle heure est-il? 22 heures. Bon, on est toujours. Vous êtes très fort quand même, hein, parce que soit vous êtes pressé d'aller vous coucher, mais en tout cas, on est toujours sur du 1h30. Après, ça commence à être long. Mais on est pas mal. On est pas mal. Donc, on a abordé un petit peu, finalement, pour conclure rapidement, on a abordé un petit peu sortir de sa zone de confort, tout ce qui touche à l'immersion opérationnelle, se mettre en immersion pour vivre les choses avant, pour mieux les vivre après, et apprendre de ses faiblesses, etc. Donc ça, vous l'avez compris. On a évoqué de temps en temps un petit peu la préparation physique opérationnelle à travers les séquences, à travers pourquoi on s'entraîne de cette façon-là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on n'est pas sur un truc spécifique que pour ça. J'ai essayé de répondre à quelques questions, mais voilà, vous avez compris un petit peu. On a évoqué un peu le cursus intégration, quelques questions sur les unités. Bon, ben voilà. Euh, Moi, ce que je vous propose, donc là, pour les défis derniers, petit rappel, hein, pour le programme 5-15, donc 5-15 de 5 défis 15 jours, je rappelle que ceux qui ont passé les tests CSO, qui ont déjà fait les tests CSO peuvent me demander le programme. Je vais pas leur envoyer là maintenant, mais parce qu'il va falloir qu'on cale. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir 2 semaines de prépa, vous aurez ce programme à faire pendant ces 2 semaines-là. D'accord? Ça remplace 2 semaines de prépa. Et on ne fait pas les défis plus la prog, hein, qu'on soit d'accord. Euh, mais je vous invite à le faire. Et puis voilà, si vous n'arrivez pas au bout, vous n'arrivez pas au bout. Si vous terminez pas un challenge, vous le terminez pas. Le dernier, c'est un challenge connu, c'est le Murph. Donc vous connaissez le Murph. C'est le dernier. Je crois que c'est 1600 mètres, 100 traction, 200 pompes, 300 squats, 1600 mètres. Je crois que c'est ça. Et je crois que ouais, ça c'est le dernier. C'est pas le plus dur. Il y en a des plus durs, mais voilà. Pour vous donner une idée. Euh, Ben voilà, je crois qu'on est bon. Qu'est-ce que je pouvais. N'hésitez pas à participer au challenge Séquence Ops si vous êtes fan. N'hésitez pas. Que dire de plus? Bon là, je sais pas s'il y a des extérieurs, ce qui n'est pas impossible. Si vous voulez plus d'informations sur le mentoring, alors mentoring, c'est la préparation pour intégrer les unités opérationnelles, mais aussi préparations qui peuvent servir à intégrer, enfin intégrer rien du tout d'ailleurs, à préparer un objectif, comme Romain pour l'ascension du Mont Blanc, certains pour des triathlons, etc. N'hésitez pas à me demander, soit via Force Spéciale Coaching, soit via Séquence Ops ou directement sur mon mail, hein, vous devez la voir, ou sur Insta, la plaquette de présentation, je vous l'enverrai. Et donc voilà. Dernière question, je vois quelle source de documentation pour s'informer sur le SA à part les livres? Ben écoute, tu peux aller sur le site, je pense, euh, va jeter un œil sur le site officiel de la DGSE. Je pense je sais pas si c'est sur ce site-là qu'il y a qu'ils évoquent le SA, mais en tout cas, c'est Clément. Tu me poseras la question en privé. Et je crois que j'avais un lien où j'avais des infos intéressantes et de sources ouvertes et très claires. Si j'arrive à le retrouver, je te l'enverrai. Mentoring incroyable, je valide. Merci Romain, mille merci. Eh bien écoutez messieurs, je dis messieurs parce que je sais pas s'il y a des filles ce soir. Merci pour toutes les réponses. Merci Quentin, merci, merci, merci à tous. Ben merci à vous. C'est moi qui vous remercie encore une fois parce que alors ce sera les 2-3 dernières minutes parce que sinon moi je peux parler jusqu'à minuit. C'est moi qui vous remercie avant de quitter parce que vous étiez 27, 27, 28 et en fait voilà vous restez jusqu'à la fin. Donc encore une fois ça montre votre motivation, votre détermination, votre persévérance. C'est les 3 mots que j'utilise tout le temps.
parce que vous avez sans doute, vous, un objectif. Et encore une fois, comme je vous dis parfois quand je vous ai au téléphone ou par message ou quand on a un échange, euh, eh bien, ce sont trois choses qui sont indispensables pour la réussite. Et en tout cas, vous suivez le bon chemin. Vous suivez le bon chemin de par le fait de suivre la prog, de la faire, le fait de suivre les webinaires, voilà, le fait d'être impliqué dans ce que vous faites. Et donc, moi, je vous en remercie, je vous en félicite, parce que pour moi, c'est un plaisir d'accompagner des jeunes et des moins jeunes comme vous. Voilà. Et c'est tout naturellement que je pense, en tout cas, que vous avez toutes les chances d'aller au bout de vos objectifs. En tout cas, ce sera mérité. Et n'oubliez pas, votre réussite, c'est ma réussite. Donc, on évite les échecs. Voilà, eh bien écoutez, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les mecs qui ont les prépas entretiens, n'hésitez pas à me le dire, on prévoit ça. Ceux qui ont des tests CSO qui arrivent, dites-le moi si c'est pas dit, que je vous explique, que je vous donne deux trois conseils. Voilà. Si vous avez des trucs en cours qui arrivent, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas que je vous appelle ou on fait un vocal et je vous donnerai des conseils. Pareil pour les PMPFS, tous ces trucs-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, merci à tous. Ciao, ciao.